parler. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement, une fois que vous aurez fait votre petit déplacement, d'accueillir chaleureusement Jacques-Olivier Urbal, directeur logement et immobilier du groupe BBCE et président du directoire SOCFIM. Sabrina Séché, directrice de la communication du groupe Habitat en région. Et Madame Fabienne Abécassis, directrice générale déléguée à la stratégie patrimoniale, énergétique et urbaine d'Erilia. Je vous laisse la place. Je vous remercie déjà d'être avec vous. Vous pouvez vous installer comme vous voulez, ce qui vous semble le mieux. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce sujet très important. On en est tous d'accord. Merci, merci à toutes et à tous. Merci de votre présence. J'ai pas mis la cravate, moi, contrairement à Xavier Bertrand, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Mais on a mis la veste quand même, et je ne suis pas sûr d'avoir eu la bonne idée de mettre la veste. Mais en tout cas, ravi de vous rejoindre. On va prendre ces quelques minutes pour vous présenter un petit peu ce qu'est le groupe BPCE et l'engagement qu'on a autour du logement. Et c'est vrai que de participer à cette 8e édition, pour nous, c'est important, parce qu'on a fait du logement un axe majeur stratégique. Alors le groupe BPCE, vous connaissez peut-être, vous connaissez nos marques, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Natixis, La Palatine, le Crédit Foncier. C'est plus de 100 000 collaborateurs en France et à l'étranger. Et c'est vrai que la crise qu'on traverse depuis maintenant 2-3 ans, et qui, je suis au regret de vous annoncer, elle va durer, elle a été profonde et elle nous a donné l'occasion, qu'on a commencé à travailler notre vision de 2030, notre nouveau plan stratégique, de dire on est un acteur très fort de l'immobilier. Quelques chiffres, c'est plus de 40 milliards de financement de prêts à l'habitat par an, c'est plus de 15 milliards de financement aux professionnels de l'immobilier. Donc on s'est dit, voilà, on doit, parce que souvent les banques disent en temps de crise, on ouvre le parapluie, on arrête d'accompagner les secteurs qu'on soutient. Ça a été l'inverse. Et dans Vision 2030, on a fixé 3 axes stratégiques majeurs pour répondre à cette problématique du logement. Le premier, c'est d'accompagner l'offre. Le second, c'est d'accompagner la demande. Et le troisième, c'est la rénovation et l'aménagement, l'adaptation du logement. Alors si je reviens en détail, l'offre c'est quoi? L'offre, c'est aujourd'hui, on est un des premiers financiers des professionnels de l'immobilier, que ce soit des marchands de biens, que ce soit des promoteurs, que ce soit des opérations de value add. On s'est dit comment on peut les soutenir. Alors d'abord en continuant de les financer. Et dans une période de crise, pour un banquier, avec les risques, on voit des décotes très importantes sur les actifs immobiliers aujourd'hui, ça aurait pu être de dire bon, on arrête. Eh bien nous, non, on a décidé de continuer et de même se renforcer et de continuer d'accompagner le financement des professionnels de l'immobilier, ce qu'on fait au quotidien, ce que font les banques populaires, ce que font les caisses d'épargne, ce que font BPCE. Moi, je suis également président de la SOCFIM, qui est le premier financier de l'immobilier des professionnels. C'est de dire, voilà, on va continuer de financer. Mais au-delà de ce financement, qui est essentiel, et on voit, et tous les discours et toutes les interventions montrent qu'il y a énormément de contraintes. C'est vrai qu'on écoute un peu plus Xavier Bertrand sans faire de politique, mais c'est vrai qu'on a trop de normes, c'est trop complexe. Nous, ce qu'on a dit, voilà, c'est qu'on a dit, ok, on continue de financer, et on a fixé plus de 20 milliards de financement cette année sur les professionnels de l'immobilier, mais on continue d'accompagner les professionnels de l'immobilier sur tout ce qui est fonds propres. Le mal des Français, le mal des entreprises françaises, qu'elles soient de l'immobilier ou d'autres, c'est l'absence de fonds propres. Par rapport à d'autres pays où il y a des fonds propres, et ben nous, on a décidé de les accompagner et d'être aussi un investisseur auprès des opérations, d'accompagner ces opérations pour permettre de créer des logements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous. C'est de dire, voilà, on soutient les professionnels de l'immobilier, on essaye d'être innovant, on accompagne leur transformation, et elle est profonde, la transformation. Aujourd'hui, de faire une promotion, c'est peu de marge pour les promoteurs, parce que l'augmentation des coûts, parce que le prix du foncier, et je crois que un des principaux sujets et difficultés que traverse l'immobilier, c'est le surenchérissement et c'est le prix du foncier. Donc là, on est là et on a dit on va les accompagner là-dessus. Donc ça, c'est la première réponse qu'on apporte, c'est de dire comment on soutient l'offre. Ensuite, et
c'est là où cette crise est un peu atypique par rapport à la crise de 90, par rapport à la crise de 2008. C'est aussi, on a une crise de la demande. Pas que les crédits soient trop chers. Pour certains d'entre nous, et moi j'ai connu des crédits à 17%, 18%. Aujourd'hui, on est entre 3,5% et 4% sur un crédit d'acquisition à 20 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le français, le primo-accédant, puisque les investisseurs, avec toutes les lois, l'abandon des Pinel et autres dispositifs fiscaux, qui entre parenthèses, il a été pudique dans sa remarque, ont rapporté beaucoup d'argent. Le Pinel, c'est un bilan économique très positif. Au-delà de ça, c'est vrai que on a du mal aujourd'hui en tant que primo-accédant d'acquérir. Et donc là, on essaye aussi de répondre à ça par de l'innovation, par des modèles on a cité tout à l'heure le BRS. Je crois que la dissociation du bâti et du foncier, même si culturellement c'est pas encore très français, est une bonne piste puisque ça réduit de 20% l'acquisition et donc ça permet aux primo-accédants d'accéder. Et puis on a d'autres tentatives et en tout cas d'autres produits, notamment avec les fonctionnaires. La CASDEN a développé un produit spécifique pour la fonction publique, loger le personnel de santé et ainsi de suite, est aussi une cause majeure qu'on pousse, c'est d'essayer de trouver toujours cette petite innovation. On est en train de réfléchir à un système de co-acquisition et on a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Virgin qui permet de devenir copropriétaire avec l'acquéreur, puis avec un système au fil des années qui permettent justement de sortir de cette copropriété. Mais voilà, on essaie vraiment d'avoir sans cesse des réflexions sur comment on peut aider l'accédant et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut être innovant. Je sais que le réseau bancaire, je pense, s'est mobilisé. Je pense qu'il n'y a pas de stop and go par rapport à ce qu'on a pu connaître dans certaines crises. Je crois qu'on a tous une volonté d'accompagner financièrement les Français à se loger. Ça reste, comme on l'a rappelé, à 75% l'objectif essentiel du Français. Donc le groupe BPCE, à travers toutes ses marques et sa puissance territoriale, c'est vraiment d'essayer systématiquement d'être innovant. Et à chaque innovation, on essaie de trouver une solution. On est parti du parcours résidentiel, de la naissance jusqu'à la transmission, pour voir quels sont les outils, quels sont les véhicules, comment on peut accompagner le Français sur ce sujet. On aura l'occasion, bien sûr, avec Fabienne et Sabrina, de parler aussi du rôle en tant qu'opérateur social, puisque avec Habitat en région, mais je les laisserai en parler, ça fait aussi partie des points de force et des particularités du groupe BPCE. Donc ça, c'est le deuxième axe stratégique. Le troisième, et il n'est pas le moindre, c'est la rénovation énergétique et l'adaptation des logements. Sur la rénovation énergétique, là aussi, on essaye de permettre... il y a un enjeu majeur, il y a un gros marché, mais là aussi il y a un problème de financement, parce qu'on parle beaucoup de la rénovation, mais ça coûte cher. Et toutes les réflexions qu'on a aujourd'hui, c'est comment on met en place un système de partenariat. On l'a fait avec une structure qui nous appartient, qui s'appelle Cosinergie, mais aussi avec Leroy Merlin, avec d'autres en cours, de dire comment on peut être innovant sur le financement, sur l'accompagnement. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel aussi de dire cette troisième jambe, en tout cas cette troisième axe stratégique, notre réponse, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions. Sur l'adaptation des logements, vous savez que en 2070, je crois qu'il y aura 29% de la population qui aura plus de 65 ans, contre 21% aujourd'hui. On voit bien que le Français, on a vu toute la crise des EHPAD et tout ce qui tourne autour de la seniorité. On est en train là aussi, on essaie d'innover. On a innové avec le prêt viager hypothécaire qui permet aux générations de rester dans le logement, de faire des travaux, d'avoir des financements et justement de pouvoir rester à la maison dans leur logement. Donc voilà en gros ce que fait le groupe BPCE. Moi je profite de cette assistance pour rebondir un peu sur ce que disait Xavier Bertrand. Moi il y a des choses qui me choquent encore. Alors la ZAN, je pense qu'elle est adaptable et je pense qu'effectivement on a trop de normes et si on pouvait avoir un moratoire, ça permettrait de construire et pas n'importe quoi, parce que moi je crois au développement à l'immobilier durable, inclusif et de bien-être. Je pense qu'il
Il y a des lois aujourd'hui, par exemple, je cite souvent dans mes interventions la loi d'Aubier qui permet de transformer. On sait très bien qu'on a une crise majeure du tertiaire aujourd'hui, qu'on a construit des bureaux dans beaucoup trop de bureaux avec une vacance, notamment sur Paris et la région parisienne, trop importante. La transformation de ces bureaux est possible. Pas de manière globale, hein, puisqu'on identifie à peu près à 15% des bureaux aujourd'hui qui sont transformables en résidence gérée et en logement. Mais là, il y a une volonté des maires, des élus qui doivent... un bureau vide, ça rapporte de la taxe, ça évite de construire des infrastructures scolaires et autres. Et je pense qu'il faut sortir de ça. Il faut que la loi aussi soit facilitatrice pour qu'on puisse justement libérer des actifs déjà construits, les transformer et permettre aux Français de se loger. En tout cas, sachez qu'au niveau du groupe BPCE, c'est vraiment un engagement fort. On en a fait encore une fois un axe majeur de notre plan stratégique. Et en tout cas, on fait tout au quotidien pour nous accompagner. Et on ne fait pas, je dis souvent, je finis souvent là-dessus, on n'est pas là pour ajouter de la misère à la misère, bien au contraire, on est là pour essayer de faire en sorte que le logement se libère, que l'immobilier, qui est une matière noble, qui fait vivre des millions de personnes en France, puisse permettre aux Français de se loger. Voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement, et je vais passer la parole à Fabienne et à Sabrina pour nous parler d'habitat en région, qui est quelque chose qui nous ressemble tellement dans nos valeurs, qui est quelque chose d'historique pour les caisses d'épargne principalement. Mais moi, j'ai été très longtemps écureuil, et donc je te laisse la parole, Fabienne. Merci pour votre écoute, en tout cas. Merci. Merci, Jacques-Olivier. Nous avons pu voir que l'engagement du groupe BPCE pour le logement se situe donc à tous les niveaux et particulièrement pour le logement social, notamment grâce aux caisses d'épargne, parce que déjà cette année nous fêtons les 140 ans d'engagement des caisses d'épargne pour le logement social, mais aussi parce que les caisses d'épargne revêtent une singularité forte, c'est qu'elles sont opérateurs de logement social au travers du groupe Habitat en région. Donc le groupe Habitat en région, c'est le 3e acteur du logement social en France, avec 252 000 logements, 552 000 personnes logées. Ça fait donc un demi-million de personnes qui sont logées grâce à l'engagement de 14 sociétés réparties partout en France. Vous pouvez le voir, donc principalement dans le nord, dans le sud-est et en région Occitanie. C'est un modèle décentralisé, hein, c'est vraiment ce qui fait la force du groupe Habitat en région. Donc 14 sociétés, mais qui ont une trajectoire commune avec Habitat 2030. Habitat 2030, c'est le plan stratégique du groupe Habitat en région. Les 14 sociétés se sont mises d'accord avec des objectifs ambitieux mais réalistes au vu des enjeux, au vu des défis qui nous attendent pour le logement social. Et 2025 en a été la première année. Nous pouvons voir que cette année a été particulièrement prometteuse, hein, et confirme notre cap. C'est près de 11 000 logements mis en chantier, que ce soit côté réhabilitation ou mise en chantier de logements neufs. C'est également près de 4 000 logements neufs qui ont été livrés. Et c'est bien sûr des investissements conséquents avec près de 1,4 milliard investis dans les territoires. Ces investissements, bien sûr, participent à l'économie locale avec 21 000 emplois créés. Et c'est vrai que derrière tous ces chiffres, il y a évidemment de beaux projets au service des territoires et des habitants. Je vais donc ne pas m'attarder et passer la parole à Fabienne Abécassis. Merci Sabrina. Alors moi, je ne viens pas du tout du domaine de la banque. Je suis urbaniste à la base. Et ce que je disais aux collègues de BPCE, c'est j'ai découvert le monde bancaire et le monde mutualiste en rentrant à Habitat en région. C'est une autre logique, mais le problème en France, c'est que les Français connaissent assez mal les banques et les contraintes du système bancaire. Ce matin, on a entendu un architecte parler de la portabilité des prêts. Et en fait, si en France, on a un système qui nous permet d'avoir des taux fixes, hein, à des taux relativement réduits, c'est justement parce qu'on a un système bien spécifique. Et ce qui manque, je pense, pour mieux comprendre aussi comment on fait la ville, c'est comprendre comment on finance la ville. Voilà, ça c'était
ma parenthèse citoyenne. Donc j'ai le plaisir, moi, de travailler sur un projet depuis maintenant 7 ans. Et on a enfin vu la livraison de ce projet. Donc au bout de 7 ans, je pensais que ça n'y arriverait jamais. Rapidement, Erelia, c'est le groupe Habitat en région, 92 000 logements. Tout ce que vous a présenté Sabrina, c'est une bonne partie Erelia. Je dis sans fausse modestie. Voilà, donc là, on va arriver à Marseille. Voilà, tu reconnais. Donc pour ceux qui connaissent Marseille, le Vieux-Port, et on arrive Porte-d'Aix, et Porte-d'Aix, on arrive sur l'îlot Bon Pasteur. Il y a le conseil régional qui est pas loin, et si vous prolongez l'axe, vous êtes sur le Vieux-Port. Et il y a un trou béant qui date, donc Google a pris cette photo au moment où on était encore avec le 6 rue de la Butte qui était debout. Donc ça, c'est le programme tel qu'au final, il a été mis en œuvre. Ce n'était pas le projet d'origine. Ça mêle à la fois de la réhabilitation, de la construction neuve en accession sociale et de la reconstruction à l'identique, avec en plus un cœur d'îlot végétalisé. Il y a eu deux points qui ont un peu changé le programme. Le 6 rue de la Butte, qui était le seul numéro qui n'appartenait pas à Euromed, pour lequel on n'avait pas eu la maîtrise foncière, et la station de métro qui a également compliqué l'opération. Donc ça, c'était cette photo, elle date de 2019 à peu près, avec le 6 rue de la Butte et la station de métro que vous voyez près de la Flèche. Le programme a consisté donc 11 logements réhabilités. Enfin, quand on dit réhabilités, c'est que à part les façades, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien. Je pense qu'à un moment, on a dû, Erelia, mobiliser à peu près tous les poteaux de France et de Navarre, quoi. C'était une forêt de poteaux. Création de 34 logements locatifs sociaux, construction de 5 immeubles, de l'accession sociale, des locaux d'activité, des logements, des stationnements en infrastructure. Donc quand il y a une station de métro, pour ceux qui sont ingénieurs, vous imaginez la difficulté. Le tout avec un label environnementaux extrêmement performant, et notamment donc, le raccordement à une boucle de thalassothermie et une démarche BDM, bâtiment durable méditerranéen. Alors, c'est une opération, on n'a eu que des contraintes. Première d'entre elles, on était dans un secteur de protection du patrimoine, ce qui veut dire ABF. Donc c'est pour ça que notamment, on a gardé la façade historique de TTMA. On était dans le périmètre Euromed, c'est-à-dire que c'est l'État qui signe les permis et pas le maire. On était dans le cadre d'une convention avec l'ANRU, ça veut dire un calendrier contraint par rapport à la reconstitution de l'offre. Il y a eu toute la phase de relogement des habitants qui n'a pas été simple non plus, puisqu'on est loin de l'époque des années 70, la rénovation urbaine à Paris, où il suffisait de dire aux gens prenez l'autocar et on les emmenait à Bonneuil. Là, maintenant, il faut discuter avec les gens. Et enfin, il y avait le déplacement d'une infrastructure lourde, puisque c'était la station de métro, en même temps que nous, on construisait nos parkings. C'était un bâti ancien très dégradé, voire très dégradé. Un arrêté de péril qui a été pris 2 jours avant que je prenne mes fonctions à l'OJIREM, avec ça a entraîné des démolitions qui n'étaient pas prévues à l'origine, des activités commerciales dans les rues adjacentes qui étaient à maintenir et qui a d'ailleurs entraîné un contentieux avec les commerçants. Et enfin, une multitude de chantiers imbriqués en site occupé. Et puis, ce qu'on a appelé pudiquement les aléas externes, la sûreté urbaine dégradée, c'est une formule pour dire qu'il y avait un grand trafic de crack. Voilà, ce qui a vraiment posé des problèmes de sécurité majeurs. Et régulièrement, on avait des réunions avec la préfecture de police pour pouvoir assurer la gestion du chantier. Il y a eu le Covid, puisqu'on a eu un arrêté de déconstruction nous obligeant à démolir en plein confinement, quand toutes les entreprises étaient à l'arrêt. Et puis enfin, il y a eu la guerre en Ukraine qui a engendré une inflation des coûts. Donc voilà,
une histoire simple. Et donc, qui a pris un peu de temps. Alors moi, j'ai consacré que 7 années de ma vie à ce projet, mais ça a démarré dès 2007, avec la première convention avec Euromède. Et sur cette fresque, vous avez tous les aléas de ce projet qui est assez hors norme. Donc il y a eu la phase de relogement des habitants, il y a eu les négociations avec l'ABF. Alors en ce moment, les ABF, avec toutes les discussions sur les toitures en zinc, ils ne sont pas bonne presse en ce moment. Là, le fait est, on a juste attendu qu'il y ait un autre ABF qui arrive pour reprendre le programme parce que les exigences de l'ancien ABF étaient telles que c'était absolument infaisable. Donc on a eu un nouvel ABF, on a obtenu notre permis de construire. On a lancé notre consultation de travaux et c'est là où on a eu un arrêté de péril et en urgence, le seul bâtiment pour lequel on n'avait pas les maîtrises foncières, on a dû le déconstruire. Donc on a dû revoir complètement le projet. On a lancé de nouvelles études de maîtrise d'œuvre. On a démoli les bâtiments qui menaçaient de s'effondrer. On a eu un nouveau permis de construire. On a pu lancer les travaux. Vous savez, quand vous mettez beaucoup de temps à monter un projet, vous dites une fois que l'OS est lancé, c'est bon, parce qu'il fallait aussi trouver l'entreprise qui accepte de répondre. Il n'y a qu'une seule entreprise qui a accepté de répondre, c'est Eiffage. Les autres entreprises ont jugé le projet trop complexe. Il a fallu renégocier avec l'ANRU, puisqu'on était reparti dans une nouvelle dimension. Et enfin, en 2025, on a livré et on fera l'inauguration en septembre. Donc voilà, c'est un projet sur lequel en fait ça a pris tellement de temps qu'on a dû sans arrêt évoluer différemment du point de vue réglementaire, financier, avec des changements d'interlocuteurs tout au long du projet. Et c'était un chantier hors norme. Et ça, c'est quelques photos pour vous montrer le hors norme. Donc, vous voyez, sur certains espaces, il y avait plus de chantier, il y avait plus de plancher, des poteaux partout, des buteaux partout, des façades conservées. Voilà à quoi ça ressemblait. On a eu des problèmes de squat. À un moment, il y avait un réseau de drogue, de crack qui s'était installé. Et pour ceux qui connaissent le crack, c'est d'autres problématiques que les autres drogues. Voilà, ça donnait quelque chose comme ça. On a un petit peu perturbé le quartier pendant 2 ans. On va parler d'argent, alors je vais faire attention pour pas que BPCE habitant en région se disent mais où est-ce qu'on met tout notre argent? Donc alors, je rassure, on n'a pas perdu d'argent, on n'en a pas gagné, mais on n'en a pas perdu. Le prix de revient, donc il a quasiment doublé tout au long du projet. On a été extrêmement subventionné, 26%. À Erilia, on a une bonne connaissance maintenant, une bonne expertise sur l'intervention au centre ancien, que ce soit à Cannes, à Nice, à Marseille évidemment. Chaque fois, on voit sans minimum 26% de subvention, 50% dans certains cas, et avec surtout d'autres produits qui permettent d'équilibrer. On ne peut pas sortir ces opérations. Et vous voyez qu'Erilia a quand même financé quasiment 60% du projet. Mais c'est un projet qui à un moment été bloqué et c'est parce qu'il y a eu notamment le fonds Friche suite au Covid qu'on a pu aussi débloquer le projet. C'était le petit coup de pouce qui a permis de rendre possible ce projet. Et voilà le bilan. Alors, en termes de rentabilité, ça doit être autour de 2%. Donc, c'est vraiment pas le business model qui... voilà, on ne peut pas faire que ça. Mais dans tout ce qu'on fait, et notamment dans les produits d'accession classiques, on va dire, le LLI et les autres produits locatifs sociaux, ça nous permet de faire ça, une très belle réalisation qui rend assez fiers les équipes qui ont participé au projet. Alors notamment là, c'était l'agence Kern, les architectes du projet. Et il y a eu également, donc, je l'ai cité, l'entreprise Eiffage qui a fait preuve d'une grande technicité. On a mêlé l'ancien, voilà, vous avez des photos avant-après, avec la façade qui a été conservée et les logements neufs qu'on a construits derrière. C'est le avant-après le plus impressionnant. Du château de cartes, on a fait quelque chose de beau et solide.
Et ça, c'était les perses de l'époque, comme quoi on a livré un produit conforme à la réalité. Voilà. Et bienvenue à Marseille pour vous faire visiter. Merci beaucoup à tous les trois. Un sacré projet, hein. Vraiment. Du coup, je vais me tourner vers la salle justement pour quelques questions éventuelles. Justement, peut-être une question, réaction à ce que vous venez d'entendre. Aucune question? Vous avez été super clair. Après, moi, en regardant justement ce dernier projet, je pense qu'à un moment donné, vous n'avez pas une envie, un découragement profond où vous vous dites, on va jamais y arriver. Plusieurs fois. Comment on fait dans ces cas-là? Comment on se remonte le moral? Non, mais comme dans la salle, il y a Claude Bertolino, mais si, je vais la citer quand même, parce qu'au moment du fonds Friche, les services de l'État ou les établissements publics, parce que notamment, je pense aux précédents des DTM, voilà, il y a eu des acteurs solides, des partenaires solides qui ont fait qu'on tient, mais en plein confinement, quand aucune entreprise pouvait travailler, et il y a quelqu'un de la ville de Marseille qui était en train d'écluser ses dossiers, qui dit tiens, il y a un arrêté de péril, je vais signer un arrêté de déconstruction, voilà, des choses comme ça. Je vous passe tout ce qu'il y a eu autour du 6 rue de la Butte, mais c'était il y avait un avocat plus ou moins véreux qui donnait ça. Enfin, on pourrait écrire un roman sur... Non, c'est vous. Moi, je le lirai en tout cas. J'y penserai. Peut-être un dernier mot, justement, peut-être un dernier message que vous souhaiteriez, vous, justement, le financier autour de cette table, partager avec l'ensemble des professionnels votre message. Mon message, c'est ensemble, on sera plus fort. On a besoin de 500 000 logements par an. On est en capacité, en 2025, on en a fait 92 000. Je pense que si on assouplit un peu les normes, si on se met... vraiment autour d'une table, comme l'a précisé Xavier Bertrand, je pense que ça, et que j'espère, on l'a vu un peu dans les municipales, mais j'espère que pour la présidentielle, le logement, c'est un axe majeur. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, parce qu'on n'y arrivera pas si on n'est pas tous solidaires et chaque brique pour construire le mur se réunit. Donc voilà, on est là, en tout cas, nous on sera présents et on fera tout pour accompagner la construction de logements en France. Merci encore à tous les trois. Je vous invite à retourner en salle.